Bonjour à tous, bienvenue à mon Dieu, je pense la septième, la huitième, la neuvième conférence qui était prévue dans la série de conférences, conférence COVID-19 et milieu de travail. Je vous rappelle que cette conférence a été préparée en collaboration avec le réseau de santé publique en santé au travail. Donc, c'est en fait une conférence du réseau de santé publique en santé au travail avec la collaboration de la SPUM. Donc, la conférence, elle est accréditée par la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous avez probablement reçu ou vous recevrez le programme de cette conférence. Alors, je vous rappelle les objectifs de la série de conférences. Au terme de ces activités de formation, les médecins professionnels du réseau de santé publique en santé au travail disposeront des arguments nécessaires, éclairés par des connaissances et opinions d'experts les plus récentes pour orienter leurs activités contre la COVID dans les environnements de travail. Alors, de façon générale, c'est ceci. Alors, je remercie le comité scientifique de la série de conférences, Dr Stéphane Caron, Tania Bouchakra de la région de l'Estrie, Dr Ariane Courville de Gaspésie, Claire Labrie, peut-être passer aux prochaines diapos, encore une fois. Prochaine diapo, merci. Alors, Claire Labrie de la capitale nationale et Marie-Ève Pelletier de l'INSPQ et finalement Stéphane Perron. Je remercie aussi le comité organisateur. On a une nouvelle venue, Marie-Michèle Mantabellil. Je vous rappelle qu'en relation avec cette activité, chacun des membres du comité scientifique et organisateur déclare n'avoir aucune affiliation ou intérêt financier de tout ordre et que l'activité respecte le code d'éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins. Prochaine diapo. Alors, prochaine diapo, merci. Déroulement et consignes. Micro, caméra fermée par défaut pour vous, pas pour nous. Les questions, on les accueille avec plaisir dans l'espace de conversation. Il est possible qu'il y ait deux temps de questions. Je laisserai Dr Sidonie Pénicaud de la région de Montréal vous animer pour cette activité. Alors, je vous rappelle aussi qu'il y a une évaluation de l'activité pour nous permettre de bonifier nos travaux, mais aussi pour vous permettre d'obtenir les attestations de crédit. Ces attestations et crédits sont donnés une fois l'an à la fin de l'année, donc il est normal que jusqu'à maintenant, vous n'ayez pas reçu vos attestations et crédits. La conférence est enregistrée et elle pourra être réécoutée en mode asynchrone. Elle sera disponible sur notre site Internet. Prochaine diapo. Alors, je vous confie à votre animatrice, Dr Sidonie Pénicaud, mais vous aurez la présentation de Grégory Léon de l'INSPQ, Christophe Garanque de l'INSPQ et Dr Gaston Dessert de l'INSPQ. Et encore une fois, les présentateurs et animatrices non déclarés n'avoir aucune affiliation ou intérêt financier que ce soit. Donc, sans plus tarder, Sidonie, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci encore de vous joindre à nous pour ce webinaire là, sur le variant Delta. Donc, à la fin de l'activité aujourd'hui, vous serez en mesure d'identifier les principales caractéristiques reliées au variant Delta du SRAS-CoV-2, notamment les particularités génomiques, épidémiologiques et cliniques, ainsi que des informations sur la vigie des variants et l'efficacité vaccinale. Nous avons trois excellents présentateurs pour vous aujourd'hui. Pour commencer, nous avons M. Grégory Léon qui viendra vous parler des généralités sur le variant Delta du SRAS-CoV-2. M. Léon détient un doctorat en microbiologie de l'Université Laval. Il est conseiller scientifique spécialisé au Bureau d'information et d'études en santé des populations et un membre actif du comité d'experts sur la vigie génomique des variants du SRAS-CoV-2 de l'INSPQ. Par la suite, M. Christophe Garanque viendra vous parler de la vigie génomique des variants préoccupants du SRAS-CoV-2 au Québec. M. Garanque est affilié à l'INSPQ, au CHE, qui est à l'Université de Sherbrooke. Depuis mars 2020, il s'occupe de la coordination et du cheminement des données du laboratoire vers l'Infocentre en passant par Nosotech. Il a aussi participé aux travaux pour la réalisation de la vigie quotidienne de l'épidémiologie descriptive de la COVID-19 au Québec. Membre régulier du comité d'experts sur la vigie génomique du SRAS-CoV-2, il est l'auteur du rapport de vigie génomique des variants préoccupants du SRAS-CoV-2 et de la vigie des réinfections présumées par la COVID-19 au Québec. Dans un troisième temps, Dr Gaston Dessert vous parlera d'une étude sur l'efficacité vaccinale
en lien avec le variant Delta du SRAS-CoV-2. Dr Dessert est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Il a été pendant plusieurs années professeur titulaire d'épidémiologie à l'Université Laval, poste dont il a pris sa retraite en septembre dernier. Il est le chef médical de l'unité d'immunisation à l'INSPQ et mène depuis plus de 30 ans des études épidémiologiques sur les maladies infectieuses et sur l'efficacité et la sécurité des vaccins. Il a été l'auteur ou co-auteur de plus de 300 articles scientifiques sur ces sujets et est membre actif du Communauté sur l'immunisation du Québec et du groupe central Esprit qui assure la surveillance et la sécurité des vaccins au Québec. Merci encore de vous joindre à nous et sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Léon. Bonne conférence. Merci beaucoup, Sidonie, pour l'introduction. Bonjour à tous. Un petit instant, je vais vous partager mon écran. Donc, bonjour à tous. Il me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter, pour faire une introduction là, sur le variant Delta. Alors, comme précisé précédemment, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Et les objectifs d'apprentissage sont de distinguer les particularités génomiques, épidémiologiques et cliniques du variant Delta du SRAS-CoV-2 comparativement à ses prédécesseurs. Donc, tout d'abord, une petite mise en contexte. Donc, à ce jour, 4 variants ont été classés préoccupants par l'OMS. Donc, sur cette figure, vous retrouvez un arbre phylogénétique, en quelque sorte un arbre généalogique d'un échantillon mondial des séquences du SRAS-CoV-2 de décembre 2019 à octobre 2021. Petite correction sur la diapo. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que depuis, par rapport à la souche de référence, donc Wuhan HU1, on peut voir que plusieurs nouvelles branches ont émergé. Chacun des points ici correspond donc à une séquence issue d'un prélèvement. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que durant la première année de la pandémie, il y a plusieurs variants qui sont apparus, mais ces variants n'étaient pas nécessairement plus transmissibles ou plus virulents que la souche initiale. Toutefois, depuis décembre, 3 variants ont été désignés préoccupants. Donc, le variant alpha qui a émergé au Royaume-Uni, le variant bêta qui a émergé en Afrique du Sud et le variant gamma qui a émergé au Brésil. Plus récemment, en mai, le variant delta qui a émergé en Inde a été donc désigné variant préoccupant et 2 autres variants, les variants lambda et mu, désignés variants d'intérêt. C'est-à-dire que l'impact épidémiologique de ces variants-là n'a pas encore été pleinement démontré. Ces variants sont préoccupants parce que ce qu'on peut voir, c'est que malgré les mesures populationnelles mises en place, notamment la distanciation, les masques et évidemment la vaccination qui a évolué depuis janvier, on peut voir que l'émergence de variants préoccupants, donc alpha, bêta, gamma et delta, est suivie de près par des hauts pics de cas confirmés de COVID-19 dans le monde. Donc, on sait qu'au niveau de la deuxième vague qui est représentée ici, c'est principalement le variant alpha et la troisième vague, c'est principalement le variant delta. Donc, allons-y avec le variant delta. Actuellement, ce variant est présent dans 99% des cas rapportés séquencés dans le monde. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est pour différents pays dans le monde, comment ont évolué la proportion des variants préoccupants entre mai 2020 et septembre 2021. Donc, on peut voir que globalement, dans plusieurs pays, c'est donc le variant alpha qui est venu remplacer des variants
d'autres variants dits non préoccupants ou non d'intérêt qui existaient. Donc, on a ici en Europe un variant désigné Europe EU1 ou EU2. Aux États-Unis, un variant d'intérêt désigné Epsilon. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc, le variant alpha a nettement dominé tous les autres variants qui étaient en circulation dans ces pays-là. Et ensuite de ça, on voit que le variant delta a surplanté encore une fois le variant alpha. Quelques cas particuliers, par exemple au Brésil, c'est le variant vraiment gamma qui était dominant, très peu de cas de variant alpha. Même chose en Afrique du Sud, où c'est particulièrement le variant bêta qui était prédominant. Pas peu de traces du variant alpha. Et au Pérou et en Colombie, donc les deux variants que je vous ai mentionnés, que c'était des variants d'intérêt, on a le variant lambda et le variant mu. Mais toutefois, on peut voir la nette progression du variant delta au cours des derniers mois. Pourquoi delta est devenu si dominant? Bien, tout simplement, c'est parce qu'il est plus transmissible de tous les autres variants précédents, incluant donc la souche d'origine. Donc, en moyenne, ce que les études ont démontré, c'est que le variant delta, qu'on retrouve ici à droite, est 2 fois plus contagieux, donc 2 fois plus transmissible que tous les autres variants antérieurs. Donc, il est capable de générer 2 fois plus de cas secondaires par cas infecté. Donc, vous retrouvez ici le taux de reproduction effectif là, de différents variants d'intérêt et ici ceux des variants préoccupants. Et pourquoi delta a surplanté le variant alpha? C'est que certaines études ont démontré, notamment au Royaume-Uni, qu'il était 1,7 fois plus transmissible. Une autre façon de le voir, l'évolution des cas de delta au Royaume-Uni, l'évolution très rapide. On peut voir ici par rapport aux autres variants ici, à quel point le nombre de cas cumulatifs de delta, la courbe est nettement là, la pente est nettement plus importante là, que pour les autres variants. Et ce, malgré une vaccination quand même assez avancée, sachant qu'en avril, là, quand le variant a commencé à émerger, déjà 46% de la population avait déjà reçu au moins une dose. En clinique, on observe que les infections à delta ont des charges virales élevées. Lorsqu'on se compare avec un groupe de référence qui est le virus ancestral, ce que les analyses et études ont démontré, c'est qu'il y avait 1000 fois plus de copies de virus par millilitre d'échantillon. Et lorsqu'on se compare aux variants alpha ou bêta, donc d'autres variants préoccupants, on voyait une différence de 1 à 6 fois plus de virus par ml d'échantillon. Ce qu'on peut voir également, d'après ces études, c'est que comparativement aux patients non vaccinés, les patients vaccinés qui sont infectés avec Delta ont une charge virale qui est comparable ou inférieure. Mais par contre, le nombre de jours avec un ARN viral détectable, donc ici, vous avez les patients là, qui étaient vaccinés, mais qui ont quand même eu une infection avec Delta, et ici, les patients non vaccinés. Donc, on peut voir très nettement là, que au fur et à mesure là, que les jours progressent, la charge virale détectée, donc le nombre de copies d'ARN viral détectées diminue beaucoup plus rapidement que ceux qui ne sont pas vaccinés. Également, ce qu'on observe, c'est que chez les personnes vaccinées, le nombre de jours avec des manifestations cliniques, avec des symptômes cliniques diminue. Au niveau de la virulence, ce qu'il est observé, c'est que Delta est également plus virulent que tous les autres variants antérieurs. Donc, que ce soit donc évidemment la souche, les variants non préoccupants, mais également donc les variants alpha. Donc, au Danemark, une étude a démontré qu'il y a 2,2 fois plus de risque
d'hospitalisation ou d'admission aux soins intensifs ou de décès. Donc, ça, c'est vraiment les trois principaux indicateurs là, qui sont regardés par rapport à la virulence. Donc, ici, vous avez donc les résultats d'une cohorte rétrospective là, en Ontario. Donc, l'année, c'est réalisé entre février puis juin 2021. Puis, ce qu'on observe vraiment, c'est que les variants préoccupants autres que Delta, donc qui sont ici identifiés là, par un proxy identifiant la mutation N501Y, là. Donc, c'est alpha, bêta, gamma. On peut voir là que les risques d'hospitalisation, d'admission aux soins intensifs et de décès sont accrus de l'ordre de 1,5 fois. Et on peut voir là qu'au niveau du variant Delta, c'est de 2 à 3 fois plus. Par contre, ce que d'autres études ont démontré, c'est que les patients vaccinés, que ce soit complètement ou partiellement, ont un risque atténué d'hospitalisation. Donc, on peut voir ici les cas de patients non vaccinés et ici, là, les cas de patients qui ont reçu plus de 21 jours passé la première dose. Depuis Delta, aucun nouveau variant préoccupant n'ont été désignés par l'OMS. Ce qu'on peut voir, là, c'est que le virus continue d'évoluer à une vitesse relativement constante, qui a été évaluée à 2 nouvelles mutations par mois, ce qui correspond là, à une cinquantaine de mutations depuis 2 ans. Mais ce qu'on peut voir, par contre, c'est que, comme je vous l'ai montré également à la première diapositive, c'est que les variants Delta, il y a des nouvelles branches qui commencent à apparaître de variants Delta et ces nouvelles branches-là ont été désignées les variants AY. On se pose beaucoup de questions à l'heure actuelle, à savoir pourquoi Delta a développé autant de branches, puis ce sont des questions qui sont à l'étude. Donc, ces nouvelles branches sont désignées les sous-lignées AY de Delta. Selon Outbreak Info, on a identifié actuellement 68 sous-lignées AY de Delta. Donc, pour 2 millions, là, il y a 2 millions de séquences de Delta. 700 000, donc on retrouve la sous-lignée parentale B.1.617.2 et ensuite de ça, toutes les autres sous-lignées AY. Parmi celles-ci, les 3 plus rapportées au Canada, et passées outre B.1.617.2, c'est la sous-lignée AY.25 et la sous-lignée AY.27. La bonne nouvelle jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des sous-lignées AY ne portent pas de mutations préoccupantes qui sont retrouvées dans les lignées alpha, bêta ou gamma. Ce qu'on retrouve là au niveau de la protéine de spicule, donc c'est la protéine qui vient se lier au récepteur cellulaire ACE2 qui va permettre l'entrée du virus dans la cellule. Ce sont des mutations dites d'intérêt. Donc, par exemple, la mutation L452R et la mutation P681R qui pourraient améliorer là, certains aspects du virus comme s'affixer à ce récepteur cellulaire, mais également un certain potentiel d'évasion immunitaire. Toutefois, une étude a montré qu'il y a un nombre croissant de cas de Delta avec des mutations qui sont soit d'intérêt ou préoccupantes. Entre autres, parmi les mutations préoccupantes, on retrouve la mutation K417, mutation E484 et N501. Des mutations qui vous disent peut-être quelque chose si vous travaillez dans le réseau parce que c'est des mutations qui ont été utilisées pour cribler notamment là, les variants alpha. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que depuis février, là, un nombre croissant de séquences avec ces mutations-là. Et lorsqu'on les regarde, on fait des analyses de laboratoire et qu'on regarde comment des anticorps neutralisants qui sont spécifiques là,
au spicule, on peut voir que alors qu'on a un 100% d'affinité ou de liaison avec la souche de référence, on peut voir là, que lorsque ces mutations sont présentes, ces anticorps ultra spécifiques là, pour la région du spicule, ils ont de la difficulté à se fixer dessus. Et lorsque, en laboratoire, on crée un pseudovirus avec l'ensemble de ces mutations, on peut voir à quel point là, la liaison d'anticorps est diminuée. Donc, avec un fort potentiel d'échappement immunitaire. Plus récemment, au Royaume-Uni, il y a beaucoup été, on en parle également à l'OMS, il est question là, de la soulignée AY4.2. Donc, c'est un delta. Donc, techniquement, c'est un variant d'intérêt, mais disons que on le surveille de près et qu'il a quand même également été désigné variant d'intérêt. Donc, ici, sur la figure, c'est ce qui est en bleu clair ici, le 4.2. Donc, beaucoup d'incertitudes autour de ce variant-là, parce qu'on ne sait pas si son augmentation est liée donc, à des événements épidémiologiques, donc peut-être des rassemblements, ou alors vraiment si ce variant a acquis des nouvelles mutations qui auraient augmenté là, sa transmissibilité. Selon les premières études, donc, ce variant représente 6% des cas de Delta en Europe au Royaume-Uni. D'ailleurs, ce variant est vraiment spécifique au Royaume-Uni. Ailleurs dans le monde, on retrouve très, très peu de séquences. Il serait modérément plus transmissible que les variants Delta. Donc, on parle d'environ 10% plus transmissible selon les études de transmission chez les cas secondaires. Les analyses de risque sont en cours, donc on essaie de savoir s'il y a plus d'hospitalisation ou de l'échappement immunitaire qui serait observé en laboratoire. Donc, comme je vous ai présenté un petit peu précédemment, les analyses là, de liaison des anticorps. Puis, pour ce qui est des mutations additionnelles, ce sont celles-ci. Ce ne sont pas des mutations qui sont retrouvées. On les retrouve, on les a déjà vues, mais elles ne sont pas retrouvées dans les variants préoccupants tels que alpha. Donc, un variant qui est sur surveillance au Royaume-Uni. Donc, en résumé, Delta est présent dans 99% des cas séquencés rapportés de COVID-19 dans le monde. Il est environ 2 fois plus transmissible et virulent que le variant alpha. La vaccination atténue les risques de développer une forme de grave de COVID-19 à la suite d'une infection avec Delta. Et la vigie des variants est essentielle pour suivre l'évolution des soulignés AY de Delta au Québec. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir notre site web à l'Institut, dont l'adresse se retrouve ici. Donc, vous allez pouvoir retrouver donc, les différentes publications sur les variants, les données ainsi que les nouvelles. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Léon. Je passerai la parole à M. Garinck. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Oui? OK, parfait. Donc, merci beaucoup, Grégory, pour cette belle introduction. On ne pourrait pas demander mieux. Donc là, je vais vous focuser un petit peu sur ce qui se passe au Québec en vous parlant des données qu'on a publiées récemment dans un rapport en lien avec la vie génomique des variants préoccupants au Québec. Donc, oups. OK. Avant de commencer, donc ce n'est pas un travail que j'ai fait tout seul, bien entendu. Je voulais remercier donc, Caroline Alix du BIESP à l'Institut qui m'a beaucoup épaulé pour générer les données. Tout ça, c'était fait sur la coordination de Martine Isabelle du LSPQ et d'Éric Pelletier du BIESP également. Et dans les collaborations importantes, au départ, on avait beaucoup travaillé sur ce rapport-là avec Jérôme Martinez du BIESP et Younes Benia aussi, qui est en fait le principal personne qui nous produit les données via les données de l'Infocentre. Je voulais aussi remercier beaucoup Christine Lacroix, Élise Fortin et Ella Diendéré, avec qui on fait une équipe assez serrée en lien avec toutes les données qui sont associées donc, aux variants préoccupants. Et bien entendu, je n'oublie pas mes deux collègues du LSPQ, Sandrine Moreira et Régent Dion, qui ont été en fait les premiers investigateurs de ce projet
de séquençage et d'identification génétique au niveau du SRAS-CoV-2. Donc, les objectifs de la présentation ici, il y en a 5 principaux. Donc, ça va d'abord de décrire les différentes sources de données et cheminement des données de criblage et de séquençage pour vous montrer un petit peu que ça n'a pas été si facile que ça. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, dans le sens où il y a toujours des affaires qui se compliquent là, au fur et à mesure. Il y a énormément de changements. On va voir ça ensemble. On va aussi voir comment on fait pour identifier les différents variants qui sont au Québec. Ensuite de ça, je vais focuser beaucoup sur les données. Donc, je vais résumer le portrait spatio-temporel, démographique et comparatif des variants préoccupants qu'on appelle les VP, donc du SRAS-CoV-2 au Québec depuis le début de 2021, ainsi que depuis le début de la 4e vague, début juillet. Je vais discuter aussi un petit peu des limites qui sont en lien avec les données, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et je vais vous énumérer assez rapidement aussi les développements futurs en lien avec les données qu'on aura au Québec. Donc, un petit survol ici des différentes sources de données qu'on a. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un spaghetti. Je vais vous aider un petit peu à comprendre comment on a intégré les données provenant des laboratoires. Donc, le laboratoire ici produit des résultats de criblage et de séquençage qui sont intégrés via une compagnie qui s'appelle Nosotech, qu'on utilisait et qu'on utilise encore dans les programmes SPIN, pour ceux qui sont familiers avec ça. Et ça permet de transférer l'information de Nosotech via l'Infocentre, qui est notre dépôt de données. À l'Infocentre, on a donc des résultats qui proviennent du dépistage et du criblage, avec lesquels on fait du jumelage avec différentes bases de données, dont le registre de vaccination, dont Gaston va vous parler dans quelques minutes, avec Aquinox aussi, qui est la trajectoire de santé publique, avec qui on jumelle également les données de Médico en ce qui concerne les hospitalisations, les décès et les admissions en soins intensifs. Et aussi, on peut aller chercher des informations au niveau du SISMAC pour les complications qu'on peut avoir au niveau du patient. Ces informations-là, c'est une partie. L'autre partie, c'est la question de génomique. Donc, le laboratoire, lui, produit donc, son échantillon, il l'envoie à la biobanque pour ensuite qu'il soit acheminé vers les centres de séquençage, donc, qui sont McGill, Génome Québec, LSPQ, puis le LNM pour les voyageurs. Les résultats sont transférés dans un serveur bioinformatique du LSPQ qui génère donc, une base de données qu'on appelle épigénomique, qui par la suite, donc là, il y a tout un cheminement un petit peu particulier où les variants sont acheminés dans le SGIL du LSPQ, qui est en fait le système d'information du LSPQ. Et ça retourne après donc, à l'Infocentre ici. À part de ça, on a également d'autres informations qui arrivent à différents niveaux, et c'est ce qui complexifie un petit peu tout ça. La question des voyageurs qui arrivent par-ci, par-là, donc soit directement via les laboratoires eux-mêmes, donc Biron, Switch Health, ou alors qui arrivent directement via Dynacare et Biron au niveau de Nosotech. Et donc, on a différentes sources d'informations qu'on peut avoir si on va les chercher donc, dans Nosotech, donc en Infocentre au final, ou en passant par le LSPQ. On peut avoir différentes informations et ainsi générer nos données. On a aussi, au niveau de l'identification des variants, établi des critères pour savoir si on a des variants d'intérêt, donc ici à droite, ici, ou des variants préoccupants. Donc, le variant préoccupant, comme le disait Grégory, on en a 4 principaux qui ont été considérés préoccupants. En général, on suit ce que nous dit la SPC donc, du Canada. Principalement, on a eu donc, le variant alpha avec les principales mutations ici, 69, 70 et 501Y. Donc là, je vous montre ici les criblages qu'on a utilisés au Québec, puis quand on les détecte, qu'est-ce que ça peut nous donner comme information. Parmi eux autres, donc, on a donc, le B.1.1.7, ça c'est vraiment le nom de la lignée, puis c'est souligné qu'on a actuellement, qui sont les Q et plus, les XA aussi qui sont en train de s'intégrer dans la base de données via un logiciel d'apprentissage machine qui est Pangolin. On a également le variant bêta qui a émergé en Afrique du Sud, où il a 2 autres mutations, enfin une mutation particulière qui est la 484K et la 501 qui est commune à l'alpha. Quand on regarde au Brésil, on a eu une émergence du variant gamma qui a les mêmes mutations en fait que le bêta. Donc, par criblage, on n'est pas en mesure de distinguer le bêta et le gamma. Il faut que ce soit fait par séquençage à ce moment-là. Et dernièrement, on a eu le delta, il y a une émergence en Inde avec les soulignés à Y, on parlait à Grégory.
et principalement deux sources de criblage, donc la P680R qui a été préservée parce qu'elle était très, très spécifique, et la L452R qui a été abandonnée en cours de route parce qu'elle ne l'était pas. Donc, je vais expliquer un petit peu tout ça. Et vous voyez que les autres variants d'intérêt qu'on a ici, on en a certains pour lesquels on a quand même des lignées qui sont communes aux variants préoccupants, comme la L452R qu'on retrouve dans Epsilon. Dans Eta, on retrouve la 69, 70 puis la 484. Et puis dans Mu, on trouve la 484 et 501. Donc, par criblage, on sera en mesure, si on fait 484 et 501, de détecter bêta, gamma, mu, s'ils sont détectés pour les trois, mais on ne sera pas en mesure de le distinguer. Et il faudra le faire uniquement par séquençage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des la chronologie des stratégies de criblage au Québec? On en a eu plusieurs stratégies et il a fallu qu'on s'adapte beaucoup à la situation. Quand on revient en arrière, donc vraiment en février 2021, donc ça ne fait pas si longtemps que ça ne fait pas encore un an, on a commencé à cribler donc, la 69-70 et le 501 pour détecter en fait l'alpha présomptif et permettre donc, au réseau d'avoir des actions plus serrées au niveau des patients et au niveau des enquêtes. Aussi, ça a été séquencé pour s'assurer qu'on avait vraiment du alpha. Arrivé en avril, on a rajouté une autre cible, la 484, pour être un petit peu plus spécifique et être en mesure aussi de détecter le bêta et le gamma. Donc, la même chose, on était capable de les détecter avec ces deux cibles-là, mais c'est par séquençage qu'on était en mesure de distinguer le bêta et le gamma. Pas longtemps après, là, on a décidé assez rapidement qu'avec ces trois cibles-là, c'est-à-dire 69, 70, 501 et 484, on était en mesure de définir uniquement par criblage le alpha, qu'on définissait en fait confirmé par criblage. Puis bien sûr, il y en avait quand même qui étaient identifiés par séquençage quand même, parce qu'il y en avait certains qui passaient directement par séquençage. Par la suite, ben, on le sait, là, comme nous l'a montré Grégory, le delta a commencé à émerger, donc on s'est vite mis au travail pour identifier une cible potentielle au niveau génétique. Donc, on a commencé par le 452R qui nous permet d'identifier le delta. Et également, ça y allait par séquençage par la suite pour confirmer. On se rendait compte finalement qu'on avait peu d'échantillons au départ et puis ce n'était pas si spécifique que ça quand on y allait après par séquençage. Donc, très rapidement, on a développé ici au moins le 21 juin la cible P680R par criblage. Et là, la spécificité, la VPP qu'on appelle, la valeur prédictive positive, était très bonne. Donc, on était en mesure de dire que c'était du delta présomptif par criblage sans trop se tromper comme on l'avait fait pour l'alpha au départ. Vu que cela a été très spécifique, au mois d'août, donc durant l'été, on a retiré la cible L452R. Ensuite de ça, ben, on n'avait plus d'alpha arrivé au mois de septembre. Ça fait qu'on a retiré les trois cibles spécifiques au alpha, bêta et gamma, donc 69, 70, la 84 et la 501. Et dernièrement, donc le 19 octobre, on a donc arrêté le criblage complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu de l'information par criblage pour détecter les informations. On a eu l'information par séquençage pour identifier vraiment la lignée. Et à partir de maintenant, on est juste dépendant des informations qui proviennent du séquençage. L'avantage et l'inconvénient, c'est que le criblage, principalement, c'est un test de laboratoire qui est rapide, en général dans les 24-48 heures, là, ou assez rapproché, on arrive à avoir une information en ce qui concerne la lignée potentielle qui est portée par le patient. Et ça permet d'aider donc les enquêtes ou renforcer les enquêtes pour ceux qui sont porteurs d'un variant préoccupant. C'est donc essentiellement pour une intervention de santé publique. Par contre, avec le séquençage, on a une information qui est beaucoup plus serrée. Là. Donc, on a toute l'information génomique au complet, mais ça prend plus de temps. Ça prend 3-4 semaines avant d'avoir la lignée qui est identifiée par le séquençage. Et donc, ce n'est pas utilisé du tout pour les biens d'intervention de santé publique dans cette situation-là. Mais c'est beaucoup plus précis. Donc, je vais vous présenter ici le portrait spatio-temporel qu'on a au Québec. Donc, depuis le mois de février, donc ici, vous avez en bleu foncé les nombres de variants non préoccupants et en bleu pâle les variants préoccupants, qui est en fait le dénominateur des cas pour lesquels on a une information qui est émise positive ou négative pour des variants préoccupants ou non préoccupants.
Et en rouge, ici, c'est la proportion de variants préoccupants. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, arrivé au mois de mai à peu près, on a atteint un pic d'à peu près 84 qui s'est stabilisé en ce qui concerne les variants préoccupants, qui a diminué doucement 70 Et puis, arrivé au mois d'août, lorsque le Delta a vraiment pris beaucoup d'ampleur, là, maintenant, on a atteint plus de 95 au niveau de la province, quand on y va avec les valeurs qui sont hebdomadaires. Quand on essaye de détailler un petit peu plus quels sont les variants préoccupants qu'on avait, donc le alpha ici en bleu au niveau de la province, donc depuis le mois de février, vous voyez qu'on avait aussi un petit peu de bêta en rouge, un peu de gamma en vert qui était comme présent, mais pas tant que ça. Et arrivé donc, au mois de mai, donc, le Delta est rentré au Québec. Il est devenu complètement, je dirais, presque le seul et l'unique depuis le mois de septembre en ce qui concerne les variants préoccupants. Il reste ici en bleu foncé une petite portion de variants qui ne sont considérés donc non préoccupants ou qui sont des variants d'intérêt et pour lesquels on regarde aussi parmi eux autres s'il n'y aurait pas plus tard qui émergeraient à ce niveau-là. Donc, une surveillance quand même assez serrée, là, je dirais, des variants préoccupants circulant au Québec. Si on regarde maintenant au niveau des différentes régions, donc je me suis permis de vous présenter quelques slides ici pour vous montrer que ce n'est pas similaire d'une région à l'autre. Donc, il faut quand même regarder l'ensemble du portrait, donc aussi bien temporel que géographique. Donc, au niveau de la capitale nationale, on voit que c'est vraiment à partir du fin juin là, que le Delta est arrivé très clairement. Au niveau de la Mauricie, on avait ici un petit... je vais mettre mes ronds ici, voilà. On avait ici le alpha, on a eu des éclosions de alpha en Mauricie. On a observé un petit peu également en Estrie. Et au niveau de Montréal, c'est assez... il y a beaucoup plus de monde aussi, ça va de soi. Donc, les courbes sont un peu moins erratiques que dans les autres régions. Et donc, le Delta est devenu vraiment principal là, au début de août là, et puis a pris le dessus beaucoup sur l'alpha. En Outaouais, donc c'est arrivé un petit peu avant ici. On a eu le Delta qui est arrivé fin juin, là, fin juillet, donc quelques semaines avant, donc plus proche de l'Ontario aussi, probablement qu'il y a une migration des cas vers l'Est. En Abitibi, on a eu une éclosion particulière au niveau du bêta, donc pas beaucoup de cas non plus, mais on en a eu quand même un certain nombre qui a fait qu'on a ici de l'information qui était... le delta est arrivé plus tard, mais le bêta ici était quand même très présent. Chaudière-Appalaches, la même chose, on a eu une petite éclosion d'alpha ici, une petite éclosion ici de gamma dans Chaudière-Appalaches. Au niveau de Laval, c'était assez drastique, où la chute du alpha a été très abrupte là, par rapport au reste de la province. Laurentide, Lanaudière, Laurentide et Montérégie. Donc, c'est pour vous montrer juste les évolutions. Ce que je trouvais intéressant, c'était les personnes qui étaient hors Québec, donc probablement des gens qui étaient voyageurs ou touristes. On voit que l'alpha, la césure est vraiment très franche, là où le delta est arrivé par, je dirais, nos frontières à partir de fin juin, de manière assez massive. Et le alpha a été donc, complètement coupé à ce moment-là. Donc, il y a vraiment une coupure entre les deux qui est vraiment très franche. Donc, ça veut dire qu'il faut actuellement surveiller nos frontières encore. Il faut surveiller aussi ce qui se passe sur notre territoire. Et c'est justement pour cette raison-là qu'on continue à surveiller les voyageurs de manière assez serrée. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de la quatrième vague? Donc là, on va focuser sur le delta. Depuis le 18 juillet, on a en fait, on est passé de 32 à 94,7 pour les valeurs hebdomadaires pour le delta, avec des VP qui passaient de 75 à 94. Donc, une évolution assez rapide là, pour le delta en à peine 10 semaines. Au niveau des régions, donc à part la région de la Mauricie et puis l'Abitibi-Témiscamingue qui était relativement basse ici, on voit qu'il y avait des régions également dont les valeurs sont assez erratiques là, parce qu'il y a très peu de cas, 9, 22, 34, 73, j'en parlerai pas. Mais les principales régions pour lesquelles on a beaucoup de delta, donc c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean au-dessus de 80 l'Outaouais, Chaudière-Appalaches, Laval, et ce qui fait que pour l'ensemble du Québec, on a 77,5 de valeur de delta et 82,6 au niveau des variants présomptifs.
Je souligne aussi ici en Mauricie, donc ce que je disais tout à l'heure, le alpha qui était très présent et l'Abitimiscamingue qui avait donc des éclosions de bêta avec 8,4 % depuis le début de la quatrième vague. Si on regarde maintenant au niveau du sexe ou des groupes d'âge, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, là, à part que, bon, au niveau du sexe, on a la même chose chez les hommes et chez les femmes. Donc, ça va. Et au niveau des âges, là, donc, on a quand même des répartitions qui vont de 67 % chez les 17-24 ans à 85,1 % chez les 80 ans et plus. Il y a quand même un certain nombre de cas génotypiques qui sont intéressants. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'au niveau de l'évolution, on est parti au début, vous voyez, début juillet, avec des répartitions du delta qui étaient très, très, très différentes d'un âge à l'autre. Donc, le 17-24 et les 0-4 ans qui étaient très, très bas, alors que les 5-11 ans étaient quand même, il y avait quand même une belle présence du delta. Puis tranquillement, pas vite, dans le temps, arrivé donc au mois de septembre, ben, tout le monde était au même point avec plus de 90 % de delta au niveau de la proportion dans chacune des classes d'âge. On essaie de voir aussi s'il y avait une différence entre la région de Montréal, le Grand Montréal, donc c'est-à-dire Montréal, les 3L, et la Montérégie, donc voir un peu comment ça a évolué. Montréal, donc en violet foncé, on voit que la montée a été assez rapide au départ, probablement avec l'arrivée, avec les voyageurs qui arrivaient donc à l'aéroport. Ça s'est répandu assez rapidement. Au Québec, pour le reste du Québec, on était assez gracié, je dirais, de tout ça. Puis tranquillement, pas vite, ben, ça a rejoint la valeur de Montréal. Arrivé au mois d'août, c'était vraiment dans toute la province. Ensuite de ça, la progression a été constante pour arriver à plus de 80 % au niveau provincial pour ces deux grandes régions. Les limites des données, bien, il y en a quand même quelques-unes. Je voulais quand même les mentionner. Donc, il y a eu beaucoup de changements de stratégie de criblage et de séquençage, comme je vous l'ai mentionné. Donc, ces stratégies de criblage et de séquençage ont évolué au fil du temps et sont fréquemment mises à jour. Il y en a encore dernièrement qu'on a faites. Elles peuvent donc avoir un impact sur l'évolution des résultats. Il y a des biais aussi d'échantillonnage. Donc, les données de criblage et de séquençage ne sont pas représentatives pour l'ensemble des cas de la population du Québec. L'échantillonnage n'est pas réalisé sur une base aléatoire pour l'ensemble des échantillons. Je m'explique. Quand on fait les échantillonnages, il y a au départ tous ceux qui proviennent des voyageurs qui sont mis de côté. Et puis, l'échantillonnage n'était pas nécessairement, je dirais, avec un échantillonnage aléatoire pur. Là. Donc, on arrive à ça maintenant. On est en train de développer un échantillonnage aléatoire pérenne qui va nous poursuivre par le reste, essentiellement par séquençage. Donc, on aura une donnée qui va être un peu plus solide que ce qu'on avait avant, qui éviterait certains biais qu'on pouvait observer. Ensuite, la proportion des échantillons cliniques criblés ou séquencés, bien là, il faut comprendre que c'est à peu près 3 échantillons sur 4 qui sont positifs pour le TAN, qui peuvent être acheminés pour le criblage ou le séquençage. Des questions de qualité, je dirais, au niveau de l'ARN. Donc, ce sont seulement ceux qui ont une valeur CT, ou ce qu'on appelle le valeur de Six seuil, qui est inférieur à 30, qui peut être donc séquencé ou criblé. Et donc, il y en a quelques-uns pour lesquels on n'est pas capable de le faire au niveau de la qualité de l'ARN ou de la quantité. Les délais d'analyse échantillons cliniques des résultats de laboratoire. Donc, les données ici sont influencées par les délais d'analyse des échantillons cliniques, la transmission, l'intégration des données, le criblage et le séquençage. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Le caractère évolutif de ces données peut occasionner une révision périodique et rétroactive des résultats. C'est ce qu'on fait régulièrement. Puis les zones grisées qu'il y avait sur les graphiques, c'était pour mentionner que c'était à interpréter avec prudence là, parce que toutes les données ne sont pas rentrées encore. Et puis, à cause des délais, comme pour le séquençage, on arrive à 4-5 semaines de recul et pour le criblage, à peu près 1 semaine. Et au niveau des variants préoccupants, on n'a pas tous les variants préoccupants dans la base de données. Il y en a certains qui sont restés encore donc, au LSPQ. On travaille principalement avec ce qu'on appelle la BDIG, donc la base de données intégrée génomique qui est en infocentre. Et en ce moment, on est en train d'acheminer donc, ces données-là en infocentre pour parfaire encore nos analyses par la suite. Également, on a les voyageurs qu'on est en train on a intégré maintenant et qu'on est en train d'analyser de manière plus précise pour vous donner de l'information à ce sujet-là. Donc, le développement futur. Donc, bien sûr, on va poursuivre l'opérationnalisation du plan d'analyse qu'on a mis en place, donc, entre autres par la perte du criblage, donc on a beaucoup de choses qu'on doit modifier. Analyse des données des voyageurs, analyse sur les données de travail à la santé, les milieux à risque et de vie ou d'acquisition, donc milieu de travail à la santé, milieu de vie fermé. La gravité aussi de la maladie également, donc les admissions en milieu hospitalier, les admissions en unité de soins intensifs ou les décès. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va mettre en place dans le prochain rapport. Et également, on a un passage vers une stratégie pérenne de séquençage aléatoire qu'on est en train de mettre en place qui va être mis en opération dans les prochaines semaines. Donc, ça va
induire donc, un ajustement des indicateurs de surveillance parce qu'on ne sera plus en mesure d'indiquer des valeurs de L, mais on ira seulement avec des proportions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si elles sont là ou si elles sont plus tard. Je vous laisse philosopher par rapport à cette image que je trouve très éloquente. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, vous pouvez mettre vos questions dans le chat et on va les faire à la fin des 3 présentations. Donc, je passerai la parole à Dr. Dessert à ce moment. J'essaie de fermer mon... Ah, c'est fermé. C'est parfait. OK, parfait, merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Bon, Oui. alors je vais aller assez rondement. En termes de déclaration, j'ai reçu en 2015 une subvention de Pfizer pour une étude de séroprévalence contre les anticorps de méningocoque B. Et même si l'étude s'est finie très récemment, je ne penserais pas que ce soit un vrai conflit d'intérêts. Une des choses, comme cet atelier-ci, ce webinaire-ci se veut sur la transmission, je voulais juste rappeler un élément qui est sorti de l'étude qu'on a fait chez les travailleurs de la santé au Canada et qui a été publié déjà il y a plusieurs mois, dans lequel on regardait le taux de transmission dans les ménages des travailleurs de la santé qui avaient fait la COVID. Et lorsqu'ils étaient les premiers individus malades de leur foyer, on avait un taux d'attaque secondaire de près de 30 %. Donc, presque 30 % des contacts familiaux avaient attrapé la maladie. Et évidemment, ce serait extrêmement intéressant d'avoir des données similaires avec le variant Delta chez des gens non vaccinés, vaccinés avec une dose ou vaccinés avec 2 doses. Malheureusement, ça n'existe pas pour le moment au Québec, mais je vais donc vous présenter ce qu'on a pu voir au niveau de l'efficacité. Donc, il y a une étude qui a été, dont on a mis les résultats en ligne sur le site de l'INSPQ, qui représente une infographie. Et cette étude-là a été mise à jour cette semaine. Alors, je vais vous présenter un peu les 2 choses. Alors, évidemment, vous savez qu'on a eu une première dose qui a été administrée assez progressivement avec l'arrivée des doses de vaccins. La deuxième dose, comme vous le voyez ici, on commence à administrer la deuxième dose au mois de mars, mais vraiment le grand élan pour la deuxième dose se fait à partir de la fin du mois de mai. Et donc, la première étude qu'on a faite se situe à partir du 14 mars jusqu'au 11 septembre et la deuxième, la mise à jour, commence le 30 mai. Donc, en fait, pour reprendre un petit peu le graphique que Christophe a montré, ça, c'était pour la première partie de l'étude. Et donc, à ce moment-là, on avait des cas d'alpha, on avait des cas de delta, mais la mise à jour se passe beaucoup plus dans une situation où on avait essentiellement du delta. Donc, dans l'infographie, la première étude, donc on part du 14 mars jusqu'au 11 septembre. On regarde chez les individus de 18 ans et plus vivant en communauté et on exclut ceux qui ont été malades avant la période à l'étude. On exclut les gens qui vivent en milieu fermé comme les CHSLD, les RPA, les RIRTF. Et nos cas sont des individus confirmés avec SARS-CoV-2 par test d'amplification d'acide nucléique. Et nos témoins sont des gens qui avaient été testés, mais dont le résultat était négatif. On a regardé pour différentes sévérités d'issues et ici, vous avez donc les résultats présentés dans l'infographie. Qu'est-ce qui est important dans ces résultats-là? Vous avez évidemment, on présente les données de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca et ceux qui ont reçu une dose d'AstraZeneca en premier, suivi d'un vaccin à ARN. Et ce qu'on voit, c'est que quelle que soit la combinaison, la protection contre l'hospitalisation, qui sont les barres jaunes, elle est de 95 % et plus, quel que soit le produit utilisé. Par contre, quand on regarde pour les infections, le produit d'AstraZeneca, lorsqu'il est donné à 2 doses, il est plus faible, alors que ceux qui ont reçu AstraZeneca
comme première dose, mais un vaccin ARN comme deuxième dose, il y a une remontée de l'efficacité qui la rend comparable à ce qu'on a, par exemple, avec le vaccin de Pfizer ou le vaccin de Moderna. Par contre, les flèches rouges ici parlent de la protection contre le variant Delta. Et ce qu'on peut voir, c'est que même s'il y a une petite baisse par rapport à l'ensemble des virus qui avaient été recueillis pendant la période à l'étude, mais cette baisse-là, elle était quand même relativement minime, sauf peut-être pour le vaccin d'AstraZeneca à 2 doses, pour lequel, là, on avait quand même une diminution plus substantielle. Quand on regarde pour les hospitalisations, par contre, le fait d'avoir reçu du Delta, d'avoir rencontré du Delta, l'efficacité n'était pas altérée. Elle restait très élevée, même avec le variant Delta. Évidemment, dans l'infographie, un des points intéressants, c'est qu'on mettait aussi l'efficacité vaccinale, en fonction de l'intervalle entre les doses, et on voyait une certaine amélioration de la performance du vaccin contre les hospitalisations et aussi contre les infections avec les vaccins ARN. On voyait aussi une amélioration avec le vaccin d'AstraZeneca, mais on n'avait pas assez de monde en termes d'hospitalisation pour pouvoir mettre la même information pour le vaccin d'AstraZeneca. Quand on regarde pour l'ensemble des vaccins, quelle était la persistance de l'efficacité, et là, donc, ce n'est pas par variant, mais pour l'ensemble des virus, on avait une persistance de la protection contre les hospitalisations et contre les infections qui étaient qui restaient relativement élevées. Cette semaine, donc, on a mis en ligne un article qui est soumis à un journal scientifique, mais on l'a mis disponible publiquement dans le site Medrix. Et ça montre les informations pour la Colombie-Britannique et le Québec, donc en parallèle l'une de l'autre. Et donc, c'est le même schéma d'analyse, sauf que là, on a des gens qui vivent en communauté au Québec et en Colombie-Britannique et que la période à l'étude, donc, est du 30 mai au 2 octobre. Là, comme l'a montré Christophe, actuellement, avec plus de suivi, donc on arrive dans une période où il y a beaucoup plus de delta. Et quand on regarde dans notre étude, on avait, pour le Québec, 85% des spécimens pour lesquels on avait l'information sur le variant qui était du delta et à peine 15% qui était du alpha. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bien, évidemment, on a ici, je dirais globalement, n'importe quel 2 vaccins et on a les données pour la Colombie-Britannique et le Québec. En rouge, on a les hospitalisations et en bleu, les infections. Et ce qui est remarquable dans cette étude-là, avec 2 provinces à chaque bout du Canada, c'est la similitude des résultats dans les 2 provinces. Alors, un peu plus élevé pour les hospitalisations, autour de 90% pour la protection contre toute infection. Avec 2 vaccins ARN, même chose. Si on prend le vaccin de Pfizer, encore une fois, la même chose. Si on prend le vaccin de Moderna, des fois, on pense que c'est beaucoup plus élevé. Ben non, ça se ressemble beaucoup. Et encore une fois, toujours une très bonne protection contre les hospitalisations. Ce qu'on a en plus, c'est le schéma où on aurait eu 2 vaccins ARN mélangés, donc un Pfizer, un Moderna. Et là aussi, on voit une excellente protection. Par contre, comme je le montrais dans la première fois, ceux qui ont reçu 2 vaccins d'AstraZeneca, très bonne protection contre l'hospitalisation, mais protection plus faible contre l'infection. Ça, c'est le schéma mixte et aussi, on a les mêmes résultats. Quand on regarde pour les variants Delta, bien, vous voyez que les résultats sont très, très, très semblables. Peu de baisse au niveau de l'infection lorsqu'on a... il y a une baisse de la protection si on a reçu 2 doses de vaccin d'AstraZeneca, mais pour la protection contre l'hospitalisation, ça reste très bon. Évidemment, la grande question qui se pose, c'est toujours est-ce que l'efficacité se maintient?
Et vous avez donc les lignes pleines qui sont les résultats de la Colombie-Britannique, les lignes en pointillés qui sont les résultats du Québec. Et vous voyez que les lignes pointillées et pleines se superposent tant pour l'infection que pour les hospitalisations et avec, je dirais, presque aucun changement pour les hospitalisations. Peut-être un petit déclin pour l'infection, mais on reste autour de 80% et plus à la fin de la période. Pour le vaccin d'AstraZeneca, c'était plus compliqué, on n'avait pas beaucoup de données, donc on voyait quand même un maintien de la protection pour les 4 mois de suivi pour ce groupe-là. Alors, les messages, c'est qu'on avait avec ça une très bonne efficacité contre les issues sévères, quel que soit le vaccin, quel que soit le mélange de vaccins, même contre le variant Delta. L'efficacité contre l'infection était plus faible chez ceux qui avaient reçu 2 doses de vaccin à AstraZeneca que chez ceux qui avaient reçu au moins une dose de vaccin à ARN, et ceci était un peu plus marqué avec le variant Delta. Je ne vous ai pas présenté beaucoup les données sur l'augmentation de l'efficacité avec un plus grand intervalle, mais même dans la mise à jour, on voit qu'effectivement, l'efficacité augmente si on a donné les 2 doses avec un intervalle de 7-8 semaines ou plus par rapport à l'intervalle recommandé par les manufacturiers de 3 ou 4 semaines. On ne voyait pas de diminution de l'efficacité liée au délai depuis la dernière dose, mais évidemment, le suivi était limité à environ 6 mois. Et malheureusement, pour le sujet de notre webinaire, on n'avait pas de données sur la transmission secondaire du variant Delta par des patients qui seraient doublement vaccinés. Alors, les limites, ce sont des données de surveillance. On pourrait avoir de la confusion résiduelle. Un des problèmes auxquels on devient de plus en plus confronté, c'est que les personnes non vaccinées deviennent de moins en moins nombreuses et pourraient être différentes en termes de comportement par rapport aux personnes vaccinées et donc moins comparables. Et évidemment, nos données ne s'appliquent pas, ne sont pas prises chez les adolescents ou des personnes âgées en milieu fermé et on ne pourrait peut-être pas les extrapoler. Donc, rapidement, comme conclusion, notre efficacité après 2 doses est excellente pour prévenir les issues graves et elle est très bonne contre toute infection, même avec l'arrivée du variant Delta. Merci. Merci beaucoup, Dr. Dessert. Donnez-moi 2 secondes. Je vais partir ma vidéo. On va passer à la période de questions. Je vais commencer avec une question pour Monsieur Léon. On nous demande donc, on dit en premier lieu que la présentation était très claire et on pose la question du fait que le variant Delta était préoccupant. Est-ce que les soulignés là, A, Y de ce variant ne devraient pas être classés d'emblée comme préoccupantes au lieu d'intérêt? Oui, merci. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Normalement, si quand une lignée parentale est désignée préoccupante, toutes les sous-lignées issues de cette lignée devraient également être désignées préoccupantes. Donc, pourquoi au Royaume-Uni, il y a cette exception avec le variant Y4.2? C'est peut-être en tout cas une façon de le remettre un peu plus de l'avant, mais j'avoue que je ne comprends pas encore trop pourquoi il y a eu cette désignation de variant d'intérêt. Peut-être quand ils auront plus d'informations, parce que comme je le disais, il y a encore de l'incertitude à savoir s'il est effectivement 10% plus transmissible. On n'a pas encore d'informations par rapport à les hospitalisations et les décès. Donc, j'imagine que quand tout cela va être confirmé, son statut va augmenter à préoccupant, mais il devrait l'être déjà. D'accord. Bien, merci. À suivre. Maintenant, j'aurais une question pour M. Garinck. Ça, j'avoue que vous l'avez peut-être déjà répondu dans votre présentation et que j'ai eu un moment d'inattention, mais la question était, est-ce que les analyses PCR qui sont faites au privé, autres que Biron et Dynacare, sont aussi soumises à un séquençage aléatoire? Normalement, oui. À l'instant où on a un résultat qui est dépisté positif, à ce moment-là, cet échantillon-là est utilisé pour faire le séquençage aléatoire. D'accord. Tout à fait. Merci. Oui. Et on avait une question qui demandait si les voyageurs étrangers et les voyageurs canadiens
qui reviennent et ont un TAN positif passent par le séquençage? C'est pas systématique. Okay. Ils le sont dans certaines circonstances, là, ils sont séquencés, mais avant, on avait le criblage qui nous permettait de les détecter. Maintenant, c'est une fois qu'il est dépisté positif, il va être amené au séquençage. Donc, tous ceux qui vont être, c'est ce qu'on va essayer de faire, là, c'est ce qu'on développe déjà depuis un petit moment, de toute manière, là, c'est que tous les voyageurs s'ils sont dépistés et deviennent positifs, à ce moment-là, on va les séquencer. Ceux qui ne sont pas dépistés, ben, on ne pourra pas les séquencer, bien entendu. Parfait, merci beaucoup. Je vais passer à des questions pour Dr. Deserre. Donc, la première question, on m'indique, a-t-on des intervalles de confiance à 95% des estimés d'efficacité vaccinale au Québec? Oui, alors tous les intervalles de confiance, évidemment, sur l'infographie, ils n'ont pas été mis parce que c'était évidemment là, pour la clarification pour le public général, mais si vous allez sur la publication qui a été soumise dans le site Medrix, tous les intervalles de confiance sont fournis, le nombre de sujets dans chacune des catégories, les cas, les témoins, les données brutes, les données ajustées, avec leur intervalle de confiance, tout est là. Super. Et une question seconde qui suit la première question. Donc, si oui, si on a ces intervalles de confiance, est-ce qu'ils se chevauchent selon les vaccins et les issues, par exemple, infection par variant Delta, hospitalisation, pardon, admission dans une unité de soins intensifs, décès? Alors, on n'a pas fait de l'analyse pour les soins intensifs et le décès. Il y a des différences qui sont statistiquement significatives en termes de, par exemple, le vaccin AstraZeneca, il est significativement moins efficace que les autres combinaisons pour la prévention de l'infection. Par contre, pour la prévention des hospitalisations, là, c'est similaire. Il y a aussi une amélioration de l'efficacité lorsqu'on compare ceux qui ont reçu leur deuxième dose à 7 ou 8 semaines par rapport à ceux qui l'ont reçu à 3 ou 4 semaines, et ceci tant pour les hospitalisations que pour les infections. Donc, voilà, évidemment, si vous voulez plus de détails, dans l'article, vous avez toutes ces informations-là et vous pouvez y référer sans problème. Une bonne lecture à faire suite à ce webinaire. Merci. Quelques autres questions en lien avec les vaccins. On pose la question, qu'en est-il de l'efficacité vaccinale chez ceux qui ont fait la maladie et ont reçu une dose de vaccin? En termes de durée d'immunogénicité, est-ce que c'est comparable à date à celles qui ont reçu 2 doses de vaccin? Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, on n'a pas encore les résultats, mais c'est je dirais, là, il y a deux travaux là, qui sont en cours actuellement, l'efficacité chez les adolescents et la réponse à la question qui nous est posée là. Donc, quelle est l'efficacité pour les gens qui ont fait l'infection, qui ont été vaccinés par la suite? On a des gens qui ont été vaccinés avec une dose, d'autres avec 2 doses. Mais on n'a pas encore les résultats, mais c'est clairement quelque chose qui nous intéresse. Ce qu'on a, et puis actuellement, il n'y a pas vraiment de données là, qui sont sorties à ce sujet-là. On a des données d'études d'immunogénicité qui montrent que lorsque quelqu'un a fait l'infection, qu'on lui donne une dose, les gens montent à un niveau d'anticorps qui est comparable, sinon supérieur à ce qu'on a avec 2 doses de vaccin ARN, et que les doses supplémentaires ne changent à peu près pas le taux d'anticorps. Donc, on plafonne après une première dose. Et donc, ça, je pense qu'on peut espérer là, que la protection après une première dose va être à peu près aussi bonne qu'avec 2 doses de vaccin ARN, mais ça reste à confirmer. Parfait, merci. J'ai une question peut-être sur le même thème, mais un peu plus générale. Qu'en est-il de l'immunité collective acquise par la maladie versus la vaccination? Si jamais la personne qui a écrit la question veut comme préciser plus dans le chat, il n'y a pas de problème. C'est une question quand même vaste.
Bien, je vous dirais, actuellement, on a eu des études de séroprévalence qui ont été menées au Québec dans la population adulte, essentiellement à partir de donneurs de sang, donc avec Emma Québec. Un des points, donc l'étude montrait à la première vague, à la fin de la première vague, qu'on avait une très faible proportion de la population qui avait été touchée. Rendu à peu près au mois de février-mars de 2021, là, on avait autour d'à peu près 10 à 15 dépendant des régions, de la population qui avait des marqueurs d'infection. Évidemment, on a voulu continuer l'étude pour regarder au mois de juin, juillet, qu'est-ce qu'il en était. Et le problème, c'est que la proportion qui avait reçu des vaccins était tellement élevée. Et chez les gens qui étaient vaccinés, les marqueurs qu'on utilisait, qui étaient essentiellement les anticorps contre ce qu'on appelle le RBD, le Receptor Binding Domain, donc le site d'attachement du coronavirus, évidemment, on ne pouvait plus utiliser ce marqueur-là. On pouvait utiliser un autre marqueur qui était les anticorps contre le nucléovapside. Et malheureusement, ça, c'est un marqueur qui ne persiste pas bien. On a beaucoup de ce qu'on appelle de la séroréversion. Donc, les gens sont infectés. Au moment de l'infection, là, on développe des anticorps anti-N, mais quelques mois après, plusieurs ont perdu ces anticorps-là. Donc, actuellement, on est en train je dirais, de refaire un peu nos devoirs pour ça, pour utiliser les quelques individus, quelques centaines d'individus non vaccinés qui ont fait des dons de sang cet été, pour essayer de voir quelle est la prévalence des marqueurs d'immunité dû à une infection passée. Mais là, évidemment, on se retrouve dans une situation où la question qui se pose, c'est jusqu'à quel point ils sont représentatifs de toute la population. Donc, grosso modo, on peut certainement penser que dans la population générale, on a probablement autour de 15 de la population qui a été infectée par le virus depuis le début de la pandémie. Est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 18, est-ce que c'est 12? Ça, on n'est pas capable de le préciser, mais c'est certainement pas 50 On est vraisemblablement pas mal en bas de 20 Et évidemment, à cela se rajoute l'immunité vaccinale. Mais quand on met les deux ensemble, compte tenu d'un virus qui a un taux de reproduction de base qui est quand même entre 5 et 6, la proportion de la population qui doit être immune pour réussir à atteindre ce qu'on appelle la proportion critique, qui est la proportion d'immunité dans la population qui va amener le taux de reproduction à moins de 1, on n'y arrive pas pour le moment. Il va falloir deux choses. Évidemment, si on vaccine les enfants, ça va enlever une grande proportion d'individus vulnérables, mais il va vraisemblablement y avoir aussi beaucoup d'infections qui vont devoir se produire pour atteindre ça. Et on a actuellement au Québec plus de 750 000 personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinées. Ces personnes-là, en n'étant pas vaccinées, vont faire l'infection. Ça, c'est certain. La question, c'est quand? Est-ce que ça va être dans les prochains mois, dans les prochaines années? Mais éventuellement, comme le virus ne va pas retourner dans la nature, ils vont se faire infecter. Et évidemment, des nombres aussi élevés d'individus infectés vont se traduire en une grande quantité d'hospitalisations, même si ces gens-là sont majoritairement plus jeunes. Alors, c'est une longue réponse, mais c'est une grosse question. Oui, c'est une bonne question. Je suis bien d'accord. Puis, vous avez effleuré le sujet dans votre réponse, mais selon les calculs, oui, et la personne dit merci, ça serait quoi la couverture vaccinale nécessaire pour avoir justement là, un R0 en bas de 1? OK. Le R0, il ne change pas. Hein? C'est ce qu'on a. Ouais, le R0, c'est quand tout le monde est vulnérable. C'est ça. Le R effectif, dans le fond, qui est celui qui affecte notre population. Lui, bien, évidemment, on pourrait dire si on sait à peu près quelle proportion on aurait besoin si les choses restent semblables. Donc, on aurait besoin d'avoir à peu près 83 à 85 de la population qui soit immune. C'est beaucoup, là. Immune, on ne parle pas de vacciné, on parle d'immune. Donc, cette proportion-là, elle est très haute. Et si
Bon, dans notre étude, on ne voit pas de réduction de la protection avec les premiers 6 mois durant la période d'à peu près 6 mois après la deuxième dose. Évidemment, un nouveau variant pourrait, réussir à contourner l'efficacité vaccinale, ce qui ne semble pas être le cas du variant Delta. Ça, évidemment, ça changerait la proportion immune dans la population. Donc, les deux éléments clés, c'est justement, est-ce qu'il y aura de la perte d'immunité avec le temps et est-ce qu'il y aura un nouveau variant qui, lui, sera capable de contourner l'immunité? Mais sur la base seule du variant Delta, là, on aurait besoin de 83 à 85 de toute la population qui soit immune. Oui, donc au moins 2 doses de vaccin ou les autres situations, là, où on est considéré protégé. Ben, ouais, c'est une grosse question. Il y a une question un peu plus spécifique en lien avec les femmes enceintes. Donc, sachant que les femmes enceintes sont plus à risque de maladies sévères, est-ce que l'efficacité vaccinale des différents vaccins est comparable pour cette population-là à la population générale ou elle est différente? Malheureusement, je n'ai pas de réponse à ça. Les femmes enceintes, il faut comprendre que généralement, lorsqu'on leur donne des vaccins, elles répondent comme les autres adultes. Hein? Donc, a priori, on pourrait estimer que leur protection va être du même ordre que celle obtenue chez d'autres adultes. Évidemment, les femmes enceintes, ce qui fait qu'elles aboutissent plus souvent à être hospitalisées, c'est que, surtout au 3e trimestre, elles ont augmenté leur volume circulant, elles ont un volume respiratoire qui est diminué par la croissance du bébé. Et donc, pour elles, une infection, dans une situation où déjà leur système cardio-respiratoire est poussé vers ses limites, peut les amener à avoir une décompensation. Mais au niveau de l'efficacité du vaccin, encore une fois, ça ne devrait pas être réduit par le fait d'être enceinte ou non. Parfait, c'est ça. Mais c'est plus le système qui est poussé au maximum, comme vous dites. J'aurais une question vraiment d'ordre général, puis c'est probablement à nos 3 panélistes, là. Ma question, c'est, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a cette réponse, mais quelles seraient des mesures pour diminuer l'émergence de nouveaux variants à travers le monde? Est-ce qu'une vaccination, on va dire, à grande ampleur dans le monde pourrait faire ça? Ou, bien, j'imagine aussi une diminution du nombre de cas mondiaux. C'est une question quand même assez vaste, mais est-ce qu'on peut penser que, justement, l'apparition de nouveaux variants va continuer au rythme que l'on a présentement ou qu'à un moment donné, ça va ralentir un peu? Si on parle au niveau des variants, je pense qu'il n'y a personne ici de nous 3 là, qui a une boule de cristal à savoir ce qui va s'en venir. Mais je pense qu'il y a 2 éléments clés. Il y a documenter qu'est-ce qu'on a au Québec. Donc, la surveillance et la vigie sont des points capitaux. Puis l'autre élément, bien, la vaccination que Gaston vient de parler. Là, mais au niveau mondial, c'est sûr qu'il y a des populations où il y a très peu de vaccination, sont très à risque, là, surtout avec les voyages. Mais je pourrais laisser mes collègues panélistes là, compléter. Ben, tout à fait, Christophe. Effectivement, tant qu'il y aura des cas d'infection, le virus va continuer à se multiplier et donc muter. Évidemment, on a vu, là, c'est à peu près 2 mutations par mois. Donc, ce n'est pas une évolution très rapide, mais ce qui est particulier avec Delta, c'est de voir le nombre de nouvelles branches là, qui apparaissent. Et ça n'a pas été le cas avec les autres variants préoccupants comme Alpha qui était dominant. Il y a quelques sous-lignées qui ont émergé, mais pas autant que ça. Puis c'est vraiment des grosses questions là, pour les spécialistes en phylogénie là, d'essayer de comprendre pourquoi il y a tant de branches qui apparaissent avec ce variant-là. Et comme disait Christophe, avec pour l'instant 50 de la population mondiale là, de vacciner une dose ou plus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens-là pour contrôler l'émergence de nouveaux variants. En fait, je pense que les 2 réponses qui ont été données sont importantes, mais il faut se souvenir que les mutations se produisent de façon aléatoire. Et plus il y a de réplications, plus il y a de mutations qui apparaissent. La grande majorité des mutations sont délétères à l'organisme, donc ne persistent pas. Mais en fait,
plus il y aura de cas dans le monde, plus il va y avoir de mutations qui vont apparaître et plus on risque de voir apparaître des mutations qui sont positives pour le virus. Donc, la réponse courte, quelle est la meilleure façon de diminuer les mutations? C'est de diminuer le nombre de cas. Évidemment, là, ça ne sera pas facile dans les places où il n'y a pas de vaccination. Puis même dans des places comme ici, vous savez, quand je disais tout à l'heure que depuis le début de la pandémie, on a eu à peu près 15% des gens qui ont été infectés. Mais si on regarde ce qui nous reste de non-vaccinés chez les 12 ans et plus, on est à peu près à 10-15% des gens là, qui sont non-vaccinés et donc qui vont faire l'infection, vont pouvoir, je dirais, multiplier le virus et donner des chances au virus de développer l'une ou l'autre des mutations qui pourraient s'avérer néfastes. Alors, globalement, au niveau mondial, plus on va avoir de cas, plus on va, à un moment donné, avoir des mutations pour lesquelles le virus va être avantageux. Je rajouterais peut-être un petit élément, Gaston, si tu me permets. J'ai discuté dernièrement avec Julie Hussin qui parlait donc de la stabilité de ACE2, ce qui est en fait le récepteur du virus. Et ACE2 est très stable dans toutes les régions du monde, quelle que soit l'ethnicité humaine. Donc, c'est quand même rassurant. On ne risque pas d'avoir, par exemple, dans un pays sous-développé où il y aura une mutation qui apparaîtrait là puis qui va se répandre après. C'est vraiment la question de vaccination, je pense, qui est capitale là-dedans. Et justement, éviter la transmission et la circulation du virus. Mais d'un point de vue humain, génétique humaine, la cible du virus est très, très stable d'une population à l'autre. Donc, ça, c'est très rassurant. Merci pour ces réponses. Je retourne sur le thème de la grossesse. On me dit, n'y a-t-il pas une diminution de l'efficacité du système immunitaire pendant la grossesse face à une infection? Si efficacité vaccinale comparable, n'y a-t-il pas un risque plus grand d'infection grave, outre les effets cardiovasculaires et pulmonaires évoqués par Dr. Dessert? Alors, il y a des grandes modifications au niveau du système immunitaire pendant la grossesse. Le système immunitaire doit se calmer au niveau de sa capacité à rejeter, par exemple, un embryon. Donc, au niveau du système immunitaire de la femme enceinte, on va passer d'un équilibre vers une situation où on va diminuer ce qu'on appelle l'immunité cellulaire pour avoir un peu plus d'immunité humorale. Ceci étant dit, l'immunité humorale n'est pas nécessairement moins bonne que l'immunité cellulaire. Les deux agissent en conjonction l'une avec l'autre. Et ce qui est important quand on parle des femmes enceintes ou de n'importe quel groupe dans la population, l'efficacité d'un vaccin est toujours mesurée en termes de réduction du risque des gens vaccinés par rapport aux gens non vaccinés. Donc, par exemple, les femmes enceintes peuvent avoir un risque de base d'être hospitalisées au 3e trimestre qui est plus élevé que des femmes qui ne sont pas enceintes. La réduction chez les femmes vaccinées, donc, va s'appliquer sur un taux qui est plus élevé. Alors, évidemment, globalement, elles vont, je dirais quand même, bénéficier grandement de la vaccination. Mais il reste que si leur taux de base est plus élevé, le résultat absolu en fin de parcours risque d'être un taux d'hospitalisation qui est un peu plus élevé que chez les femmes qui sont vaccinées mais qui n'étaient pas enceintes. Parce que, encore une fois, l'effet de la vaccination se porte sur le taux parmi des non-vaccinés. Et si le risque d'hospitalisation d'un certain sous-groupe de non-vaccinés, là, on parle des femmes enceintes, mais si on faisait la même analyse chez les gens qui sont porteurs de plusieurs maladies chroniques, bien évidemment, ces gens-là ont peut-être plus de risques de base d'être hospitalisés pour la COVID. Et si on donne le vaccin, là, ça réduit le risque, mais à la fin, ils peuvent avoir un risque qui est quand même plus élevé que dans une situation où on n'aurait pas ces conditions-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui vous remercient pour cette réponse, que c'est très intéressant. J'aurais une autre petite question. Peut-être moins le sujet d'aujourd'hui, mais en lien avec la vaccination. Quelles sont les dernières données en lien avec la vaccination et les personnes immunosupprimées? Est-ce que, c'est ça, on va passer un jour au fait qu'elles seront considérées
protégé ou on reste toujours avec le fait que malheureusement, peu importe le nombre de doses reçues, ce n'est pas suffisant? Peu importe le nombre de doses reçues, ce n'est pas suffisant. Je pense que de toute façon, même chez les gens qui sont adéquatement vaccinés, l'efficacité n'est pas de 100 %. Donc, il y a des cas parmi que les gens sains, évidemment, parmi les gens immunosupprimés, il y a des gens qui, probablement, malgré 3 doses de vaccin, s'ils prennent des traitements immunosuppresseurs extrêmement puissants, pourraient ne jamais développer une bonne protection. Alors, évidemment, le domaine de l'immunosuppression est un domaine extrêmement grand et je dirais qu'un des points en lien avec l'immunosuppression, des fois on s'inquiète de dire, oui, mais qu'est-ce qui peut arriver au niveau des mutations? Bien, évidemment, les gens qui sont immunosupprimés peuvent être parfois des excréteurs prolongés du virus. Donc, le virus continue à se multiplier et évidemment, ça donne des chances éventuellement qu'il arrive des mutations. Mais ceci étant dit, on ne peut pas traiter d'un seul bloc les immunosupprimés. Actuellement, moi, je travaille avec des gens qui font du travail sur les personnes qui ont eu des transplantations d'organes solides ou des transplantations de moelle. Il y a des gens, on l'a vu, qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs qui semblent être extrêmement efficaces pour bloquer toute réponse immunitaire. Et chez ces gens-là qui souffrent souvent de maladies inflammatoires sévères, ils ont le choix entre la COVID ou leur maladie s'ils décident d'interrompre le traitement immunosuppresseur. Donc, ce groupe de patients-là est extrêmement, je dirais, là, préoccupant. Ben, pas extrêmement préoccupant, mais il est préoccupant. Puis il y a des groupes pour lesquels, évidemment, la protection vaccinale restera sous-optimale. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, je tiens encore à vous remercier. Dans le chat, on nous dit là, que vos connaissances nous éclairent et nous donnent accès à une information peu accessible. Donc, je passerai maintenant la parole à Marie-Pascale pour la clôture de l'activité et quelques informations sur les webinaires à venir. Merci beaucoup. Alors, je tiens à te remercier, Sidonie, pour cette animation. Merci pour les excellentes présentations. Claire est toujours très efficace. J'espère qu'on a pu, pour vous, atteindre les objectifs qui étaient fixés au départ. Alors, je vous les rappelle, distinguer les particularités génomiques, épidémiologiques et cliniques du variant Delta, du SRAS comparativement à ses prédécesseurs. On avait aussi identifié des données récentes sur la vigie génomique des variants préoccupants du SRAS sur les aspects de fréquence des lignées et des données spatio-temporelles et démographiques, décrire les différentes sources de données, l'identification des différents variants, le cheminement des données de criblage et de séquençage, les limites d'interprétation ainsi que les projets futurs et finalement, utiliser les données d'efficacité vaccinale québécoise pour apprécier le risque de transmission. Je vous remercie pour l'engagement intense autant dans les régions qu'à l'INSPQ depuis si longtemps pour la lutte contre la COVID. C'est assez impressionnant. Je voulais aussi vous informer, on aura un prochain webinaire en décembre. Le sujet est à rediscuter. On a différentes options. Donc, soyez attentifs à vos courriels. Vous recevrez une invitation pour ce prochain webinaire. Ça clora l'ensemble de la série qui avait été planifiée depuis le début de la pandémie. On pourra probablement vous proposer une autre série de webinaires, peut-être plus largement sur la santé au travail pour l'année 2022. Oui, c'est cela. En attendant, d'ici là, je vous invite à consulter le programme des JASP où il y a des choses très intéressantes qui pourront vous interpeller probablement. Alors, merci aussi au comité scientifique et organisateur. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas aussi d'informer vos collègues que les webinaires sont disponibles en différé pour ceux qui n'ont pas pu assister à la présentation d'aujourd'hui. Bonne journée.